Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose quelques réflexions sur l'orientation, fin de troisième, comme étant un des rouages de la fabrique des inégalités scolaires. Alors, d'abord, il faut s'entendre sur le mot même d'orientation. Habituellement, très souvent en tout cas, on considère l'orientation comme du côté psychologique, c'est-à-dire le pilotage de soi. Bon, moi, je le prends sur le côté institutionnel, c'est-à-dire en fait, c'est l'ensemble des règles qui organisent la circulation des élèves dans un système scolaire. Alors, en France, cette circulation est organisée par deux procédures, c'est-à-dire un ensemble de réglementations. Alors, la procédure d'orientation, qui, elle, gère la manière dont on va élaborer les décisions et prendre les décisions de passage dans une classe supérieure. Et puis la procédure d'affectation, elle, elle gère l'attribution d'une place réelle à un élève dans un établissement et dans une formation. Alors, si on prend ces caractéristiques, du côté de l'orientation, c'est d'abord basé sur une demande des parents et non pas de l'élève, puisqu'il est mineur. C'est l'organisation d'un dialogue entre les différentes parties, l'existence d'un recours possible. Ce sont les enseignants de la classe et le chef d'établissement de l'établissement où se trouve l'élève qui prend les décisions sur la base d'une absence totale de normes décisionnelles, tout en sachant qu'il y a un rôle traditionnel des notes. Et tout ça, ça produit un jugement institutionnel, donc de passage dans une classe supérieure. Alors, du côté de l'affectation, c'est aussi basé sur la demande des parents. Ça suppose de leur part des stratégies pour formuler des demandes. Absence de recours, cette fois-ci. Tout ça, c'est organisé au niveau académique, et donc on n'est pas au niveau de l'établissement, et en utilisant une plateforme numérique qui s'appelle Affelnet, qui est donc une plateforme nationale, qui élabore des calculs, donc qui va utiliser les notes, cette fois-ci de manière officielle, et tout ça pour produire des listes hiérarchisées d'élèves qui seront donc envoyés au chef d'établissement d'accueil et donc qui inscrivent les élèves. Alors, tout ça, ça produit, c'est une énorme machinerie de différenciation. Mais il faut voir qu'il y a aussi des effets sur la répartition donc, des, des élèves. Et là, il y a deux constantes macabres que l'on peut observer. Du côté de la répartition post-troisième, c'est deux blocs. C'est 65% en seconde générale technologique et 35% vers des formations professionnelles. Et puis la composition aussi des classes de seconde n'est pas neutre, puisque on trouve 80% d'enfants en fait, d'origine favorisée et 61% de filles. Alors, s'il y a des différences dans la répartition, il y a aussi des différences dans les performances initiales. Alors, habituellement, on considère que l'orientation ne fait que constater finalement ces différences et donc elle prend ses décisions sur ce constat. Moi, je fais l'hypothèse un peu inverse, c'est que c'est notre système d'orientation qui a besoin qu'il existe des performances différentes. Alors ça, je me réfère deux sources bien connues. Bon, Antoine Pro, dans le milieu des années 80, qui disait déjà l'orientation fonctionne à l'échec scolaire, il y a besoin d'échecs. Et puis François Dubé et Marie Durubella, avec l'histoire de la compétition scolaire des vainqueurs et des vaincus, qui ont donc des conséquences sociales lourdes de leur point de vue, avec humiliation, ressentiment, voire des effets d'ordre politique. Alors, s'il y a des différenciations dans les performances, qui vont donc justifier les décisions, de mon point de vue, il y a aussi des effets institutionnels, à la fois sur l'aspect pédagogique et sur l'organisation scolaire. Alors, sur les effets pédagogiques, la forme pédagogique, l'orientation, c'est une décision institutionnelle, individuelle, ce qui suppose qu'en face,
il doit y avoir une pédagogie, elle aussi, individualisante, capable de faire produire des évaluations qui vont pouvoir être attribuées à des individus particuliers, en général avec une évaluation sommative, puisqu'il va falloir hiérarchiser. Et le plus souvent dans ce cas-là, le travail collectif n'est en fait pas tenu compte dans toutes ces évaluations. L'autre aspect, c'est ce que j'appelle le paradoxe pragmatique. Alors, ça, c'est la question du collège depuis 2005 qui doit faire réussir tous les élèves dans l'acquisition du socle commun. Et puis, en même temps, on a maintenu que pourtant la fonction de triage de ces élèves avec l'orientation fin de troisième. Ce qui fait que les enseignants se trouvent dans un paradoxe que j'appelle pragmatique, dans lequel ils sont d'un côté soumis à l'obligation de faire réussir tous les élèves, et en même temps, ils doivent être capables de produire des différences entre ces mêmes élèves. Alors, il y a aussi des effets organisationnels, ça c'est la question du collège unique qui n'a jamais été unique. Bon, habituellement, on considère que s'il est différencié, c'est parce qu'en fait, il s'adapte à la différence des élèves. Bon, moi, j'ai l'hypothèse inverse en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une fonction de triage qu'il doit être différencié. Et alors, ça, je m'appuie sur la question du curriculum déclaré du collège unique, c'est-à-dire tous les élèves, normalement, rentrent en sixième et font le même parcours de la sixième à la troisième. Et du coup, le triage, c'est-à-dire le sale boulot de la répartition, est en fait seulement au niveau de la troisième. Alors, ça, c'est lourd. Et donc, il y a un effet rétroactif pour répartir finalement cette responsabilité du tri tout au cours du parcours. Et donc, on observe dans le curriculum réel, c'est-à-dire ce que l'on peut voir dans les établissements, en fait, des différenciations tout le long du collège, avec des répartitions d'ailleurs qui sont parfois officielles, enfin même souvent officielles, et puis parfois cachées, parce que chaque collège s'arrange. Bon, et alors tout ça, ça a aussi des effets sur les élèves, parce que finalement, comme on a des paliers d'orientation fin de sixième, fin de quatrième, fin de troisième, eh bien, les élèves sont soumis finalement sans arrêt à des jugements différenciants et donc au fur et à mesure, ben, ils incorporent finalement ces attributions de différence. Alors, proposition brutale, moi je suis un fervent défenseur de l'idée de la suppression des procédures d'orientation au collège. Euh, Ce qui permettrait de mettre en place en fait une école moyenne permettant peut-être à ce moment-là de vraiment de faire acquérir à tous les élèves le socle commun. Mais ça suppose aussi, au-delà du collège, une réorganisation finalement de notre système et donc de mettre en place un lycée dit unique dans lequel il y aurait une seconde unique qui recevrait donc l'ensemble des élèves sortant de collège et qui aurait, elle, à ce moment-là, cette fonction de répartition, mais pas au niveau du collège, mais dans le lycée. Merci de votre attention.